Bonjour, qui dit vacances dit cahier de vacances. Je suis très heureuse de t'offrir le premier cahier de vacances pour écouter ta petite voix. Tu y retrouveras une vingtaine d'exercices pour te faire cheminer sous la forme des jeux ludiques de notre enfance. Pour recevoir ton cadeau, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Je me suis retrouvée à pleurer tous les matins avant d'aller au travail. J'ai commencé à développer un eczéma sur tout le corps. J'étais clairement en train de me faire un petit burn-out. Le corps était en train de me raconter plein de choses. C'est une période où j'ai perdu énormément de poids. J'étais vraiment très malheureuse. Et en fait, à un moment donné, je suis partie faire de la randonnée avec mon frère. On est parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On n'a pas été élevé dans une famille où la religion est présente. Et en fait, bizarrement, c'est sur un chemin très religieux que les nœuds ont commencé un peu à se dénouer dans ma tête. Et en fait, à force de discussion avec mon frère, à un moment donné m'a dit, mais Léa, en fait, je te reconnais plus. Je suis quand même quelqu'un d'assez jovial, assez souriant, etc. Il me dit, non, mais là, enfin, tu tires la gueule tout le temps, t'es hyper malheureuse. Ton job, j'ai pas l'impression que il te convienne à aucun niveau. Et puis, ça va pas, quoi. Donc, là, ma vieille, sors, pardon pour l'expression, mais sors-toi les doigts et fais quelque chose. Trouve ce qui te fait du bien, trouve quelque chose qui t'anime et qui te fasse du bien et démerde-toi pour le faire, quoi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez probablement vu passer le fait que j'ai fait mi-juillet une retraite de yoga. Une magnifique journée coupée du temps. Derrière cette retraite se cache une femme qui a osé écouter sa petite voix. Il s'agit de Léa. Petite parenthèse, nous avons eu quelques petits problèmes de son, il arrivera donc parfois que nos voix se croisent. Je referme la parenthèse. Après des études de stylisme, Léa passe plusieurs années en tant qu'assistante mode chez GQ, puis Glamour. Elle se sent vide de sens et part donc un an au bout du monde. À son retour, elle prend un premier virage professionnel et rejoint les équipes d'une agence de voyage. Son corps va commencer à lui parler de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle décide de l'écouter. Elle crée alors le concept qu'elle aurait aimé trouver, le Yogascope. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Léa Coutet. Bonjour Léa. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. C'est un livre de Sylvain Tesson, qui est mon auteur favori entre tous, et qui s'appelle S'abandonner à vivre. J'ai envie de dire que il parle bien de lui-même. Juste le titre est assez évocateur. Et en fait, Sylvain Tesson, c'est un auteur qui est spécialisé dans les récits de voyage. C'est un grand aventurier. C'est l'un des derniers aventuriers, je dirais, de ce siècle. C'est quelqu'un de très engagé et qui a eu l'occasion par son métier de vraiment parcourir le monde. Et ce livre, il s'adresse à tous les aventuriers, comment dire, de cœur, je dirais, et surtout il parle de plein de personnalités différentes. En fait, il est écrit sous le format de petites nouvelles, et il va parler de personnages dans des contrées différentes du monde, à des époques de notre siècle très différentes. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est que moi, j'ai trouvé que ce livre, il me faisait passer vraiment du rire aux larmes en 2 pages, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est un récit de voyage assez bouleversant, qui parle de bien évidemment de paysages, de sensations, de découvertes naturelles, mais aussi de découverte de soi, d'être humain, de tranches de vie, d'émotions très fortes. Et ça va autant de la petite nouvelle comique un peu gauche à des grands récits de voyage qui te tirent les larmes des yeux. Et quand tu m'as demandé de te trouver un objet qui me définissait, je t'avoue que j'ai un peu buté. C'est pas une question qu'on me pose très souvent. Et je trouvais que ce livre, déjà c'est un livre qui m'a profondément marqué et qui m'a
qui m'a vraiment donné envie d'en parler à tout le monde et de le lire et de le relire. Et je pense que finalement il parle beaucoup de moi parce que déjà j'adore voyager. Je pense que étant dirigeante d'une agence de voyage, ça doit faire partie du package. J'adore voyager, j'adore aller à la rencontre de cultures qui ne sont pas les nôtres. Et puis dans le yoga, il y a aussi toute cette dimension d'émotion, notre condition d'être humain, de simple mortel sur la planète, qui sommes en proie à nos émotions, pardon, de façon constante. Et puis il y a aussi des petits passages dans le livre où il est question de façon très subtile, hein, c'est pas du tout poussé ou grossier, mais vraiment d'une connexion à quelque chose de plus grand, j'oserais pas dire divin, mais d'une nature plus subtile et plus délicate que celle de notre simple condition. Et je pense que tout ça réuni, ça parle beaucoup de moi et de mon amour pour mon travail. Et puis je pense que ça parle beaucoup de moi tout court parce quand on est entrepreneur et qu'on se lance dans un projet de cœur comme ça, finalement c'est beaucoup de soi dont il est question au départ et beaucoup de soi qu'on met sur la table au lancement, et puis après dans les premières années, si tout se passe bien. Voilà. Avant qu'on parle de ta vie d'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? Ouais, bien sûr. Alors j'ai grandi à Paris. Mes deux parents sont parisiens. Ils ont des origines diverses et variées, mais un gros melting pot. Du coup, ton papa est d'origine indienne, c'est ça, exactement. Et ta maman? Et ma maman, elle est d'origine polonaise. Ma famille maternelle était juive polonaise, ouais. Et ça fait un beau mélange. Ouais, ça fait un mélange de voyageurs, ouais. Mais moi je suis née et j'ai grandi à Paris depuis toute petite. Je suis en région parisienne depuis que je suis toute petite. Et quel type de petite fille t'étais? Alors ça, je pense que j'étais un peu une boule d'énergie, un peu coquine, je dois le dire. Je crois que c'est ce que mes parents diraient. Petite fille, ouais, j'avais toujours envie d'être de tous les coups. J'avais beaucoup de mal à ce qu'on me dise non, t'es pas invitée. J'essayais de jouer avec tout le monde, j'essayais d'être la meilleure copine de tout le monde. Et puis je crois que j'étais vraiment j'avais trop d'énergie pour l'école, ça c'est une certitude. J'avais tendance à tirer un peu la langue quand les heures de cours étaient trop longues. Mais alors par contre, j'adorais le centre aéré, j'adorais les colonies de vacances. Mes parents m'ont mis en colonie de vacances. Je crois que je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et au début, ça a été un peu compliqué, mais puis ça a été finalement ce que je préférais faire tous les étés. J'adorais me faire de nouveaux copains de façon constante. J'étais vraiment, tu sais, la petite fille qui fait le pitre tout le temps et qui est tout le temps en train de faire des bêtises, quoi. Je crois que c'était moi. Mais pas méchante, hein. Je crois que j'étais coquine, quoi. On va dire ça comme ça. Tu faisais pas de bêtises, mais t'étais coquine. Non, je faisais pas de grosses bêtises. Et quand t'étais petite fille, c'était quoi tes rêves à toi? Mes rêves à moi. Alors, je crois que au départ, j'ai commencé par vouloir être princesse, un peu comme toutes les petites filles. Après, j'ai voulu être vétérinaire, un peu comme toutes les petites filles. Et puis, je crois qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à me former une idée de ce que je voulais faire dans la vie au travers de ce que faisait ma maman et ce que faisait, de la garde-robe de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était une grande coquette et je passais beaucoup de temps chez elle. Et elle avait un couloir entier chez elle qui était dédié à ses placards, et je passais des heures et des heures à me déguiser toute seule et à faire des défilés toute seule dans le couloir. Et globalement,
très vite, je me suis dit que je voulais travailler dans la mode. Et ma mère, elle était photographe. Donc aujourd'hui, enfin, elle a commencé sa carrière en étant photographe. Donc du coup, j'ai tout de suite été baignée très vite dans les belles images, dans le goût de l'esthétique, dans le goût du beau. Et voilà. Et donc je me suis dit que je voulais faire de la mode. Et c'est un peu ce qui m'a animée à partir du moment où je suis sortie du collège et quand je suis rentrée au lycée. Je me suis dit bon, il faut absolument que je fasse une prépa art, enfin une prépa art. En tout cas, que je commence à me plonger dans le milieu de l'art pour pouvoir ensuite rentrer en école de stylisme. Et c'est ce qui s'est passé. Après mon lycée, je suis rentrée en école de stylisme. Mais bon, c'était vraiment une construction mentale que j'avais. Je me suis vraiment dit parce que j'aime le beau et parce que j'aime les beaux vêtements, il faut que je travaille dans la mode. Ça s'est fait assez assez rapidement. Assez naturellement. Et comment tes parents, ton entourage, ils ont réagi quand t'as dit que tu voulais travailler dans la mode? Écoute, j'ai une chance inouïe. J'ai des parents qui sont super supporters de tous mes projets, de tout ce que je fais. Et enfin, quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'ils sont toujours super enthousiastes et ouais, et super supporters. Je, je crois qu'il y a eu un moment donné, non mais c'est drôle. J'avais des copines qui, le seul moment où ils n'ont pas été du tout d'accord avec moi, c'est quand j'étais au lycée, enfin pas au lycée, non, j'étais au collège. J'ai des copines à moi qui ont voulu partir en BEP esthétique et mes parents m'ont dit non, c'est hors de question. Tu passes ton bac et on en discute après. C'est le seul moment où ils m'ont dit non sur un. Mais bon, finalement, je les remercie parce que je pense que c'était plus un choix de je suis mes copines que un choix de cœur ou qui m'animait réellement, quoi. Toute ma vie, je crois, enfin, ma jeune vie, d'adolescente, les amis et les copains et le monde, je crois que ça a été vraiment un moteur très fort pour moi. Mais voilà. Mais sinon, non, ils ont toujours été super supporters de mes choix. Soutenant. Et donc là, du coup, tu fais une école de stylisme, modélisme. Et quand il s'agit du coup de te lancer dans la vie active, comment ça se passe pour toi? Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière année de mon école, on a eu des intervenants de l'extérieur, comme c'est souvent le cas hein, dans les écoles, qui viennent pitcher un peu leur projet ou parler de leur métier, etc. Et on avait eu plein de designers, plein de couturiers qui étaient venus, qui avaient témoigné un peu de leur métier. Et un jour, il y a le directeur artistique d'un magazine qui s'appelle GQ, qui s'appelle d'ailleurs Paul Chemetov, qui est venu rendre visite à l'école et puis qui nous a un peu pitché son métier. Et en fait, là où tous mes petits copains avaient envie de rentrer chez Galliano, chez Chanel, etc., au studio, moi je me suis dit non, moi je veux vraiment faire du stylisme photo. Et donc du coup, mais c'est simple, il a fini son intervention, je lui ai sauté dessus. Vraiment comme un diable sorti de sa boîte, et je suis allée le voir, je lui ai dit est-ce que je peux avoir un stage, il faut absolument que j'ai un stage. Et il m'a mis en contact avec celle qui allait devenir ma maître de stage pendant 1 an et demi après, qui était comment dire, rédactrice mode du magazine. Et, euh, et voilà, et puis j'ai commencé ma vie dans le monde du travail de cette façon-là. Je suis restée chez GQ pendant 1 an et demi en stage. Ensuite, je suis passée chez Glamour. Du coup, ça consistait en quoi ça consistait en quoi, du coup, ton job à l'époque? En grosso modo, je m'occupais de supporter l'équipe de stylistes du magazine dans la création des shootings photos qui illustrent le magazine. Donc, ça passe par commander des vêtements à des marques en passant par les bureaux de presse ou par les marques en elles-mêmes si jamais elles passent pas par des bureaux de presse. Commander les vêtements, les recevoir, faire les castings des mannequins pour les shootings, s'assurer que le jour J on ait tout ce qu'il faut, assister les comment dire. Donc c'est plus assembler des vêtements du coup que de créer des vêtements. En fait, c'est créer des looks Oui, plutôt que créer des vêtements. exactement, créer des looks et imaginer la série photo qui va se servir des vêtements pour pouvoir
parler du sujet qui est décidé en amont avec la rédactrice en chef ou le rédacteur en chef du magazine. Et puis en D'accord. accord aussi avec toute la publicité, parce que comme peut-être tu le sais, aujourd'hui beaucoup de magazines Oui. sont un peu pieds et poings liés avec les annonceurs et toutes ces marques en fait Ah bon? oui bon tu sais de quoi je parle. Toutes ces marques qui payent Ouais. pour leur page de publicité et qui ensuite attendent d'être présents dans les séries photos. Voilà. Grosso Ouais. modo, j'ai fait Après, ça, ça. c'est fou, hein. Enfin, c'est Ouais. petite parenthèse, moi, à l'époque, bon, j'étais en B2B, donc rien à voir avec le B2C, mais je me rappelle où, en gros, il y a un directeur d'une publication, un truc assez reconnu, hein, quand même, dans notre univers, et qui m'appelle et qui me dit, mais Charlotte, en gros, tu m'as jamais donné d'argent, pourquoi tu veux que je parle de toi dans mon magazine, quoi? Et j'étais là, mais je sais pas, la liberté de la presse, tout ça. Et il Mm, fait, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis, ah, d'accord, ok. mm. Et Ouais. ouais, c'est un truc moi, j'étais candide, hein, Mm, mais oui, ouais. il y a peu de gens qui parlent. Ouais, moi, j'ai quand même remarqué que ça a tendance un peu enfin, en tout cas, côté mode, de ce que moi j'en ai vu, ça a un peu tendance Mm. à brimer la Oui. créativité, quoi. Ah, C'est-à-dire que du coup, bah, t'es obligé de placer tel produit, alors que c'est absolument pas du tout ce que t'as envie de faire. C'est un peu forcer la main des gens, mais bon, en même temps, c'est ce qui fait vivre la presse. Donc, j'ai envie de te dire, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et puis aujourd'hui, ouais, sans annonceur, on l'a vu, hein, là, avec la ouais. crise Covid et avec les marques qui ont complètement coupé comment dire, les tuyaux d'arrosage, si je puis dire, parce que les budgets publicités étaient plus du tout les mêmes, étaient plus du tout, enfin, le budget qui restait n'était plus du tout à allouer à la publicité. Bah, il y a beaucoup de magazines qui se sont cassés la gueule, hein, parce que bah, c'est pas le lectorat qui fait vivre un magazine, c'est la première de couverture, C'est la la tube. troisième la deux seconde de couverture. Enfin voilà quoi. Enfin voilà. Donc Ouais. j'ai fait ça pendant, bah, grosso modo, je suis passée de JQ à Glamour qui était l'étage en dessous, le magazine Glamour qui était à l'étage en dessous, à JQ pendant à peu près 3 ans. Euh, voilà. En stage au début, puis après en CDD, et puis voilà. Et puis en fait, au bout du énième CDD, je me suis dit bon, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'ils vont me filer de CDI. Euh, Ouais. je crois que vu l'âge que j'ai, ce serait peut-être cool que j'aille voir un peu du pays. J'avais 24 ans à ce moment-là. Et je me suis dit bon Ok. bah je vais leur dire au revoir, je vais dire ciao à mon mec de l'époque, je vais mettre mon appart en sous-location et puis je vais partir. Et je suis partie en Australie pendant un an. Et, euh, et voilà, et ça a Pendant été un an, un d'accord. Et an. t'avais un projet du coup, t'avais un projet en se disant je vais faire tel job ou t'étais vraiment en mode j'y vais, on verra bien ce qui se passe. Non, en fait, je me suis vraiment dit que j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger parce que beaucoup de mes potes, tu vois, avaient fait des Erasmus ou étaient partis un an au Canada en échange ou ce genre de choses. Et en fait, moi, je j'avais pas du tout eu ça, alors que j'adore l'anglais, j'adore voyager. Et puis voilà, non. Et enfin, je me suis juste dit que j'allais m'offrir une année sabbatique de découverte à l'étranger. Et puis en fait, bah, j'étais très contente de l'avoir fait. En fait, c'est quelque chose que les Anglais font beaucoup. Tu sais, les Anglo-Saxons, ils ont tous une année sabbatique après Mm. leurs écoles. Et je pense que ça devrait presque être rendu euh, pas enfin obligatoire, c'est un grand mot, mais ça devrait être aussi Et vivement proposé, je recommandé. trouve. Ouais. Ouais, parce que déjà, enfin, l'Australie aujourd'hui c'est un peu convenu parce que tout le monde y va, qu'il y a énormément de Français, etc. Mais c'est quand même un pays qui est à l'autre bout du monde. Moi, je suis partie, j'ai pris l'avion avec une amie à moi, mais très vite on s'est séparés, donc j'étais toute seule en fait dans un pays qui a à 10 ou 11 heures de décalage horaire avec la France. C'est un pays qui est grand comme je sais plus combien de fois la France, mais c'est juste c'est monstrueux. Je crois que c'est 8 Ouais, c'est fois énorme. Mm. ou 10 fois la France. Enfin, tu vois. Et et voilà. Et je pense que c'est une vraie expérience. Et au final, bon, j'ai un peu baroudé. J'ai pris des petites vacances au début pendant 2 mois. Et puis quand j'ai vu le coût de la vie en Australie, je me suis dit bon, bah, ma vieille, il faudrait peut-être te trouver un taf. Et donc je me suis trouvé un job dans un super resto argentin à Sydney où il n'y avait que des serveurs anglo-saxons ou hispanophones.
Et donc du coup, j'avais pas du tout la possibilité de parler français, donc ça c'était génial. J'ai un anglais qui est déjà qui était déjà très correct, mais là c'était aussi l'objectif de mon voyage, c'était de profiter de cette période-là pour le renforcer. Et puis bah au final j'y suis restée 1 an, et puis au bout d'1 an j'avais la possibilité de faire pousser mon comment dire mon visa à 1 an de plus. Et je l'ai pas fait parce que il y avait quand même une part de moi qui avait la sensation d'être en fuite de quelque chose, tu vois. Comme j'avais pas l'intention de Ouais. m'établir en Australie et d'y fonder, enfin d'y fonder mon foyer, tu vois, de m'installer, de trouver un job pérenne et pas juste un job de serveuse. En fait, j'avais un peu la sensation que c'était bon, quoi. Que j'avais fait ma petite année sabbatique, mais qu'il fallait pas que je la pousse non plus, et que le risque de décalage au retour serait trop grand. Et donc, je suis rentrée en sachant Ouais. pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai clairement plus de la mode. Je me suis dit non, mais en fait, c'était Ouais, pas vrai. c'était sûr, du coup, pourquoi tu voulais plus faire de mode? En fait, bah, je pense que le curseur de mes priorités et de ce qui était important pour moi a vraiment commencé à osciller au moment où je suis montée dans l'avion pour l'Australie, et au contact d'une autre sphère sociale, d'une autre ville cosmopolite, mais avec comment dire, un sens des priorités très différent de celui qu'on a à Paris. Et puis surtout, en fait, j'avais un peu l'impression d'alimenter, enfin que mon travail servait à alimenter cette espèce de machine dévorante qui est la mode, et qui est constamment en train d'attendre de ses clients euh, qu'ils payent plus, qu'ils achètent plus, qu'ils consomment plus, et jamais trop, enfin sans jamais s'arrêter en fait. Ce système qui veut que on ait non plus 4 saisons, mais presque 6 ou 8, avec des collections qui se lancent toutes les semaines chez certaines marques, tous les mois chez d'autres, mais en fait c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. On attend de toi que tu consommes de façon euh, constante, et ça me dérangeait parce que je pense que déjà il y a une part de moi qui avait dû mettre le doigt dans l'engrenage aussi. Tu sais, je pense que quand tu travailles en rédaction mode, bah, tu as toutes les invitations pour les ventes presse, c'est toi qu'on appelle, enfin tu viens à tous les défilés, donc tu sais avant tout le monde ce qui va être in l'année d'après, donc tu t'es déjà en train de baver sur ce que tu vas pouvoir t'offrir l'année d'après. Enfin, et en fait, je pense que moi clairement mon maigre salaire de stagiaire et de petite assistante en CDD, il passait clairement dans les fringues, quoi, tu vois. Et je me disais, en fait, c'est pas possible. Je, j'avais la sensation qu'on était tout le temps dans cette espèce de quête à la consommation, et vraiment, j'avais plus envie de verser là-dedans. Euh, et puis en plus, autant chez JQ, c'était une équipe qui était très saine, très soudée. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup de joie. Autant la mode et la presse mode féminine dans son ensemble, c'était pas du tout ça, quoi. Et j'avais pas du tout envie de me tuer à essayer de retrouver un job où je savais que j'allais travailler avec des mégères ou des gens complètement fous, quoi. Et ouais, j'avais juste pas du tout envie de tout ça. Et je me suis dit, non, mais faut que je trouve un moyen pour faire autre chose. Clairement, je veux pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas occuper le reste de Et ma comment vie à faire du ça. coup, t'as réfléchi du coup au métier d'après? Écoute, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Je t'avoue que j'ai traversé quand même un peu une période de vide, et je pense que c'est quelque chose dont tous les voyageurs long courrier et au long cours pourront témoigner. Quand tu rentres, c'est un peu une claque, parce que toi, il s'est passé 1000 trucs dans ta tête, dans ta vie. Ton quotidien, il a été chamboulé 800 fois, et en fait, quand tu rentres, bah, les gens sont toujours au même endroit, plus ou moins. Rien n'a vraiment trop changé, et en même temps, personne ne t'a attendu. Et toi, il faut que tu rentres, et il faut que tu Ouais. reprennes ta vie là où tu l'avais laissée, mais entre-temps, tu n'es plus la même personne, donc c'est un peu difficile.
Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une amie d'amis qui était RH à l'époque dans une agence de voyage, mais qui n'est pas du tout celle dans laquelle j'ai atterri derrière, une agence de voyage d'aventure, et qui m'a dit, mais tu sais, Léa, moi, enfin, toi qui commences à avoir pas mal de petites expériences à l'étranger, parce que en parallèle de l'Australie, j'ai quand même eu la chance de pouvoir pas mal voyager étant plus jeune, et puis dans mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et elle m'a dit, mais franchement, enfin, t'as quand même un côté très à l'aise à l'oral, et peut-être que tu devrais te réfléchir dans un métier de commercial ou de créateur de voyage, ou parler de voyage, etc. Enfin, je suis sûre que tu le ferais bien. Et puis en fait, ça a planté un petit peu sa graine, et je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai qu'après tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ça pourrait le faire. Et en fait, bah un peu enfin, sans forcément trop pousser dans ce sens-là, j'ai frappé à la porte de plusieurs agences, et puis je me suis retrouvée dans une agence qui, au contraire, valorisait des profils un peu éclectiques, et non pas tous sortis de BTS Tourisme. Et puis voilà, et il formait très bien sa force de vente, parce qu'en fait, on était plus des vendeurs que des créateurs de voyages, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai atterri dans une agence de voyage un peu sans, sans trop pas d'effort, mais ça s'est fait franchement assez naturellement. Et je pense que c'est aussi un signe que finalement, ben, ma voix est en train de se dessiner petit à petit, quoi. Et voilà. Et j'ai fait 3 ans dans cette agence. Donc là, du coup, tu deviens responsable destination États-Unis. Alors, étais déjà allée aux États-Unis? Ouais, j'avais déjà été pas mal aux États-Unis. Je commence en étant juste créatrice de voyage, et en fait, je suis passée responsable destination parce qu'effectivement, j'avais un désir de m'investir dans la boîte, que j'aimais beaucoup ce que je faisais, parler de voyage, enfin, voilà. Et en fait, on avait une en fait, dans cette société, je pense que j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais ils avaient un turnover qui était assez impressionnant, parce que bah, ils avaient un souhait de recrutement d'une d'une équipe de vendeurs assez importante. On était assez nombreux, je crois qu'on était 130 conseillers voyage, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que le niveau de rémunération et de comment dire, et de récompense face au travail qui était accompli était, à mon sens, complètement dérisoire. Tu vois, en entretien d'embauche, on nous avait dit qu'on partirait en voyage tous les 6 mois, que les primes qui viendraient combler le fixe qu'on avait, qui était vraiment mais ridicule, seraient hyper faciles à avoir, etc. Or, c'était absolument pas le cas. Et donc, du coup, bah, en fait, ça crée beaucoup de frustration de la part des vendeurs, qui très rapidement, en fait, partaient. Et c'est là un peu où moi, la machine s'est emballée. C'est au moment où je me suis retrouvée à former des gens tous les mois, qui restaient 2 mois et qui repartaient. Et où je voyais plus trop C'est épuisant. Ouais, c'était épuisant, je voyais pas trop le sens. Et puis bah moi en parallèle, j'étais responsable destination, mais j'étais aussi vendeuse, donc en fait bah, j'avais les mêmes problématiques qu'eux. Et puis bah à un niveau plus personnel, j'ai vécu une période pas très facile dans ma vie à ce moment-là, et en fait bref, ça s'est complètement cassé la gueule. Je me suis retrouvée à pleurer tous les matins avant d'aller au travail. J'ai commencé à développer un eczéma sur tout le corps. Enfin bon, je crois, j'étais clairement en train de nous faire un petit burn-out. Ton corps te parlait très fort. Ouais, mon corps est en train de me raconter plein de choses. C'est une période où j'ai perdu énormément de poids. J'étais vraiment très malheureuse. Et en fait, à un moment donné, je suis partie, c'était en août, c'était en août 2016 du coup, 2017, 2016. Je suis partie faire de la randonnée avec mon frère, mon petit frère. On est partis tous les deux. On est partis sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on n'a pas été élevé dans une famille où la religion
est présente, bien que ma mère ait des origines ashkénazes et que mon père, enfin enfin bon, je pourrais avoir été élevée dans la religion, mais pas du tout. Et en fait, bizarrement, c'est sur un chemin très religieux que bah les nœuds ont commencé un peu à se dénouer dans ma tête. Et en fait, à force de discussion avec mon frère à un moment donné m'a dit, mais Léa, en fait, je te reconnais plus. Tu vois, comme je te disais au début de notre discussion, je suis quand même quelqu'un d'assez jovial, assez souriant, etc. Il me dit, non mais là, enfin, tu tires la gueule tout le temps, t'es hyper malheureuse. Ton job, j'ai pas l'impression que il te convienne à aucun niveau. Et puis ça va pas, quoi. Enfin, donc bah là, ma vieille, sors, enfin, pardon pour l'expression, mais sors-toi les doigts et fais quelque chose, en fait. Trouve trouve ce qui te fait du bien, trouve quelque chose qui t'anime et qui te fasse du bien, et démerde-toi pour le faire, quoi. Démerde-toi pour que ce soit ça ton quotidien. Et puis bah après on en a rediscuté. Alors bah dis-moi machin. Enfin, mon frère a un peu fait mon psy, hein, sur ce chemin-là. Pourtant, il est pas très loquace. C'est un homme de peu de mots, mais bah quand il parle, c'est efficace. Et moi, à ce moment-là, je faisais déjà pas mal de yoga. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai commencé le yoga très tard, alors que c'est une discipline dans ma famille qui est complètement banale. Ma grand-mère, elle était prof dans les années 60. Elle a plus de 85 ans là, et elle fait encore Parce que ses c'est pratiques. fou parce que Pardon, vas-y. prof dans les années 60, elle était hyper avant-gardiste. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais, c'était pas du tout aussi fashion que ça l'est aujourd'hui, quoi. Il y avait pas de leggings, il y avait pas de tapis de yoga Lululemon, ce genre de choses, quoi. C'était vraiment, si je te dis sur quoi ma grand-mère pratique encore aujourd'hui, tu te marres, quoi. C'était vraiment, c'est simple, quand je vais chez elle, je digresse un peu, hein, mais quand je vais chez elle, là, elle habite en Sologne. Déjà, elle est partie s'installer en Sologne pour être le plus au calme possible et pouvoir faire, je te jure, elle m'a dit texto, moi, mon objectif, c'était qu'on me foute la paix et pouvoir faire autant de méditation, de yoga, de pranayama que je voulais, dans la nature, et être au calme pour m'y adonner à fond. Donc quand je vais la voir en Sologne, en fait, et que j'oublie mon tapis de yoga, enfin celui que tout le monde a, euh, que je me retrouve à devoir pratiquer sur son truc, c'est littéralement, c'est un petit matelas, en fait. C'est un matelas qui est fait le tissu, c'est tu sais, le tissu des robes chinoises, qui est un peu en polyester brillant, qui glisse, et du coup ça rembourré. Enfin, c'est un sketch, en fait, mais c'est assez rigolo, et j'ai énormément de chance de voir d'avoir de pouvoir être témoin de cette évolution du monde du yoga en 60 ans, quoi. Enfin, ouais, c'est un truc, c'est assez impressionnant c'est rigolo, quoi. Bref. Et donc, ouais, pour revenir à ce que je te disais, ma grand-mère était prof dans les années 60. Et elle pratique encore, enfin, aujourd'hui, elle fait plus trop d'asana parce qu'elle commence à être un petit peu toute tordue. Mais elle fait encore, tu vois, la respiration, de la méditation tous les jours. Enfin, voilà. Et puis, bah, mon grand-père, il était ostéo. Mon père, il est kiné, ostéo, acupuncteur. En plus de ça, il a mon père a une vraie relation avec avec tout ce qui est énergétique. Je sais pas si ça te parlera, mais il est coupeur de feu. Enfin, tu vois, il a vraiment un lien très fort avec. Il est un fluide, ouais. Exactement. Et donc bref, moi j'entends parler de ça depuis que je suis toute petite, si tu veux. Et enfin, clairement, je pense que c'était mais le cadet de mes soucis. Je me souviens de mon père qui rentrait de stage en Bretagne, qui nous racontait, quand il était en train de passer son diplôme d'acupuncteur, comme ils avaient été étudier les énergies telluriques, les énergies de la terre en Bretagne, qui sont très très fortes, notamment toutes les endroits où il y a les dolmens, etc. Il nous racontait ça en rentrant, et on se marrait, on se moquait de lui, c'était horrible. On l'appelait druidou. Enfin, tu vois, on était vraiment, j'étais totalement je pense dans le déni. Enfin, pas dans le déni, mais en tout cas, j'avais pas envie de verser là-dedans à ce moment-là.
moi c'était la mode, tu vois. Et bref, et en fait, au Ouais. moment où j'ai vraiment commencé à en avoir besoin et à pratiquer régulièrement, je me suis dit en fait, non mais vraiment, il y a un truc quoi. C'est pas juste c'est pas juste du chiquet et c'est pas juste de l'aérobic quoi. Ça me fait vraiment intérieurement beaucoup de bien. Et donc je dis ça sur Compostelle à mon frère. Je lui dis bon voilà, moi en ce moment j'adore le yoga et puis malgré tout j'aime mon métier quoi. J'adore parler de voyage et pour moi faire de l'argent sur la création de souvenirs impérissables, c'est bien plus beau enfin de mon point de vue et de mon humble point de vue que leur faire acheter une énième paire de pompes donc qui vont porter 2 fois, tu vois. Et et voilà. Et en fait, là, mon frère m'a dit, écoute, t'as ta réponse en fait. Je suis ouais, mais bon, je sais pas, machin. Donc bref, je rentre à Paris. Je me mets à chercher une agence qui proposerait un peu ce que le Yogascope fait aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte très vite qu'il y a que des profs indépendants. Au début, je me dis, je vais me trouver un stage, tu vois. Limite, je vais me faire une C'est quoi convention. du coup parce que alors moi je sais mais ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est du coup le Yogascope, c'était quoi ton idée à ce moment-là? C'était quoi le brief entre guillemets? C'est d'ailleurs toujours une agence de voyage spécialisée dans les retraites de yoga et les séjours holistiques, euh, généralement à bithématique, c'est-à-dire que tu as toujours le yoga en fond de toile, mais ça peut être yoga et céramique, yoga et kitesurf, yoga et peinture. Voilà, généralement c'est une dynamique soit créative, soit sportive en plus du yoga, toujours dans des lieux incroyables. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que au moment où je me suis mise à chercher une retraite de yoga pour moi, en fait, j'ai rien trouvé qui m'appelait vraiment. Il y avait que des sites assez flous sur la qualité de l'hébergement, sur la qualité de l'enseignement, ou au contraire extrêmement luxueux et qui correspondaient pas du tout à l'aléa que j'étais à ce moment-là et que je suis d'ailleurs toujours aujourd'hui, ou des profs qui organisaient eux-mêmes leur voyage et qui faisaient tout eux-mêmes. Chose qui, soit dit en passant, j'en profite, je le dis pas souvent, mais je le dis quand même maintenant qu'on est là, qui est pas du tout légal de façon, à titre, euh, comment dire, professionnel en fait. Pour organiser un voyage en France, c'est extrêmement réglementé. Il faut avoir une matriculation d'agence de voyage, chose que je ne savais pas encore à cette époque-là. Hein. Et au début, je me suis dit Ouais. je vais organiser mes petites retraites de yoga, voilà. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que si je voulais être dans les clous juridiquement parlant, il fallait que j'ai une immatriculation d'agence de voyage. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Les profs qui passent pas par des agences de voyage s'exposent à de très lourdes sanctions en parallèle, les clients ne sont absolument pas protégés en cas de faillite de l'établissement ou autre. En fait, ils n'ont aucune garantie de revoir leur argent si jamais il y a le moindre souci. Donc, bon voilà, fin de la petite parenthèse juridique. Mais à ce moment-là, quand je m'en suis aperçue, parce que je le savais pas du tout, je me suis dit mais non mais c'est mince, mais comment je vais faire et tout. Donc ça m'a pris je dirais 6-8 mois pour monter le business plan, créer une offre qui soit viable. Mais quelque part, c'était un peu Donc à ce moment-là, tu es toujours salarié du coup de l'agence de ah non non voyage où non non tu non. Ah, travaillais? c'est vrai que j'ai fait un bond énorme dans le temps. Non, en fait, je suis rentrée de Compostelle, j'ai essayé de trouver une agence, je l'ai pas trouvée et je me suis dit puisque ce que je veux n'existe pas, je dois être certainement pas la seule à pas trouver ce que je veux. Enfin, le yoga, on parle de ça, c'était il y a 6 ans, c'était déjà un sujet. Ça l'était beaucoup moins qu'aujourd'hui, hein, mais ça l'était déjà. Et je me suis dit c'est pas possible. En fait, il y a forcément des gens qui cherchent ce genre de choses. Bon, de toute façon, je suis tellement malheureuse là où je suis qu'il va falloir que je me bouge les fesses. Donc, je lui ai demandé ma rupture conventionnelle, qui m'a été... Alors, au début, on m'a dit, oui, attends un petit peu avant de la demander, parce que peut-être que après la haute saison, ça sera plus, blablabla. Donc, du coup, j'ai attendu, j'ai fait ma haute saison, j'ai tout donné en me disant,
je vais montrer patte blanche, je vais refuser les voyages offerts qui me sont proposés pour d'autres membres de l'équipe pour faire preuve de bonne volonté, etc. Et puis au bout de 4 mois, on m'a dit bah non, en fait, pas de rupture co. Si tu veux partir, bah débrouille-toi. Et je me souviens d'un entretien hyper houleux avec mon DRH qui m'a littéralement dit mais si tu veux de l'argent pour partir et monter ta boîte, t'as qu'à faire des primes. Et je lui dis mais tu vois bien que je suis au fond du seau. Enfin, faut se souvenir quand même qu'à l'époque, je pleurais tous les jours. J'avais cet eczéma géant. J'avais été voir la médecine du travail à plusieurs reprises. Enfin, tu vois, j'allais vraiment pas bien, quoi. Et lui, buté comme il était, m'a dit non mais parce que je lui dis mais tu as quand même conscience que si jamais je suis commerciale pour vendre des voyages et être hyper proactive auprès de mes clients, là c'est complètement impossible. En fait, je suis dans un état de nerfs qui me permet pas d'être la meilleure vendeuse du monde. En fait, ça marche pas. Et là, en fait, il m'a dit, mot pour mot, il m'a dit, mais c'est une menace, tu me menaces de plus travailler. Et en fait, je lui ai dit, mais pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir, c'est juste un fait. Et il m'a dit, bon, allez, ciao, bonne journée et tout. Et en fait, derrière, donc, il m'a refusé ma rupture conventionnelle. Et j'ai eu de la chance, en fait, j'ai été conseillée en interne par d'autres membres au placé qui m'ont dit, mais en fait, fais un abandon de poste, quoi. Enfin, tu vas pas rester là, attendre que ça se passe. Et puis, bah, de toute façon, si tu as besoin de recommandations derrière, bah, tu donnes notre numéro. Et puis voilà, donc, bref, donc j'ai fait un abandon de poste. Et, et en fait, ils ont mis 6 mois à me licencier. Donc l'abandon de poste, pour ceux qui savent pas, voilà, en fait, pour ceux qui savent pas, quand on fait un abandon de poste, en gros, on se présente pas au travail. Et quand on abandonne son poste, c'est une cause de licenciement. Exactement. Mais c'est une cause de licenciement qui, normalement, si c'est une faute grave ou si c'est une faute lourde, comme c'est invoqué au moment du licenciement, bah c'est parce que ton absence, comment dire, impacte très fortement l'activité de la société. Ouais. L'activité de l'entreprise. Exactement. Mais donc du coup, tu as un délai qui va de 2 jours à 6 mois ou 5 mois. Et passé 5 mois, en fait, tu peux plus invoquer cette raison-là parce que bah, si jamais la boîte elle a tourné pendant 5 mois sans le salarié en question, ça veut dire que en fait la boîte peut très bien se débrouiller sans. Et dans ces cas-là, la faute grave ne peut pas être invoquée. Et ben figure-toi que pour faire un exemple de mon abandon de poste, ils ont attendu 4 mois et 29 jours pour me licencier. C'est-à-dire que pendant 4 mois et 29 jours, enfin pendant 5 mois plus la période de carence, tu vois, qui est de 2 mois à peu près, pendant 7 mois, j'ai pas eu de chômage, j'ai pas eu d'indemnité, j'ai rien eu en fait. Je suis partie et j'ai rien eu pour vivre pendant 7 mois. Oh là là, et heureusement pour moi, j'ai eu la bonne idée pendant cette période-là de remettre mon appartement en sous-location et de partir en Inde cette fois-ci. Pays où la vie est beaucoup moins chère qu'en France. Donc finalement, ça m'a un peu sauvée. Et puis bah, c'était aussi le début de mon projet entrepreneurial, donc je pense que j'avais surtout très envie de me focaliser sur le positif et pas sur ce qui était derrière moi. Et en fait, ça a été une des périodes les plus riches de ma vie, parce que donc j'ai fait 2 teacher training là-bas. Le but, c'était vraiment de me créer un socle de connaissances nécessaire à ma discussion avec les professeurs par la suite, et puis à la création de voyages. Tu voulais pas du coup ton ambition, c'était pas du coup d'être professeur, non. C'était de pouvoir parler avec les professeurs. Exactement. Je pense que mon niveau de yoga était bon, mais il n'était pas suffisamment avancé pour dans ma tête en tout cas pour être prof. Et puis même si j'adore la transmission et je trouve que donner un cours de yoga, parce que j'en ai donné derrière, enfin je me suis pas arrêtée là, mais c'est magnifique, c'est un moment de transmission qui est superbe. Le fait est que la réalité économique et quotidienne d'un prof de yoga est aussi très 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 dur. En fait, donner des cours tous les jours à la chaîne, en fait, bah, ce que tu trouves de sublime dans un cours et dans cette transmission, bah, si elle est répétée à outrance sur un mode à la chaîne, quoi, bah, en fait, je pense que, enfin, nombreux sont les profs qui te diront que c'est dur, en fait, de garder le feu sacré quand tu en fais ton métier, quoi, tu vois, et que c'est vraiment ça qui est nécessaire à ta survie, parce qu'en fait tu passes ton temps à donner, et puis il faut vraiment protéger
son énergie et son feu sacré dans ces moments-là. Et puis bah aussi parce que je pense que tu passes énormément de temps dans les transports, dans la logistique. C'est un métier qui est très dur, hein. Enfin, il y a énormément de gens aujourd'hui qui me disent ah, j'ai ma pote machin qui s'est mise, qui est prof de yoga, qui vient de passer son teacher training, etc. Il y a énormément de gens qui passent leur teacher training en se disant bah, trop bien, je veux devenir prof de yoga, mais en fait, on se rend pas compte de la dureté de ce métier, de la concurrence. Euh, c'est un métier qui est magnifique, mais c'est pour en vivre, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Alors après, je pense que ça dépend de d'où tu vis et de la présence ou non de profs déjà dans le lieu dans lequel t'es, de la sensibilité des gens dans le milieu, enfin dans le cadre dans lequel tu es. Mais enfin ouais, c'est pas un métier qui est facile. Et puis surtout, moi, à l'origine, mon but, c'était vraiment de les aider à créer leur retraite de yoga, en fait. De les aider, de les accompagner dans la création et dans l'encadrement de cette retraite. Faire en sorte que eux puissent vraiment se consacrer à leur enseignement et qu'ils soient pas dans la logistique, dans la vente, dans la création, dans la prospection, etc. Parce que c'est un pan du travail, de notre travail qui est très différent et qui est pas forcément, ouais, qui est dur, quoi. Donc, donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie en Inde. Mais au passage, j'ai appris énormément de choses et j'ai vécu. J'ai fait 2 teacher training, un qui a duré, qui était un truc accéléré qui durait à peu près 10 jours, et un autre sur un mois. Et franchement, mais c'était tellement incroyable comme expérience. J'ai appris tellement de choses. C'était tellement beau. Je suis trop heureuse de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui ce serait pas possible, ou du moins pas tout de suite. Enfin, je pense que ça va pas être de nouveau possible avant quelques temps, malheureusement. Malheureusement, enfin, c'est comme ça, c'est la vie, il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, je suis trop heureuse d'avoir pu le faire, quoi. S'il y a des gens qui font du yoga et qui n'ont pas forcément envie de devenir prof, mais qui veulent quand même approfondir leurs connaissances, approfondir leur connexion à cette pratique, euh, mais je ne peux que le recommander, quoi. C'est fantastique ce qu'on vit. Voilà. Et du coup, toi, on le disait au début de l'interview, t'es d'origine indienne. Ouais. Est-ce que t'étais déjà allée en Inde? Ouais, j'avais déjà été avec mon père et mon frère, mais pas du tout dans la région dans laquelle j'étais pour mes teacher training. C'est un pays qui est tellement gigantesque en fait que de toute façon, passer 2 fois au même endroit, c'est vraiment le vouloir. Et avec mon père et mon frère, on avait fait les régions dont on est originaire, qui sont plus le sud de l'Inde. Et puis on avait aussi fait le Rajasthan, mais là vraiment pour les visites culturelles, le Taj Mahal. Enfin bon, voilà, je te passe les détails, mais là, mon teacher training, le premier, je l'ai fait à Goa, dans l'état de Goa, et le second, je l'ai fait dans l'Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, vraiment au nord de Delhi, quoi, dans les montagnes. Et à cette époque-là, c'était quoi tes peurs quand tu te disais, allez, quand je vais rentrer en France, je vais créer mon entreprise? Je pense que je repoussais un peu l'échéance, quoi. Je me disais bon, non, en fait, je te dis ça, mais j'avais peur de repousser l'échéance. Du coup, j'étais un peu dans la culpabilité de trop en profiter, tu vois. Je me disais bon, non, mais par contre, tu vas faire ton teacher training, tu t'accordes ce temps-là, etc. Mais par contre, quand tu rentres, tu t'y mets, quoi. J'étais et en même temps, bah, quand je suis rentrée, je me suis vraiment mise, quoi. C'est-à-dire que je suis allée, j'ai identifié déjà les premières destinations sur lesquelles je voulais aller. Euh, je me suis loué des petites voitures de location. Je prenais des lits dans des auberges de jeunesse, et genre pendant je sais pas une petite semaine, j'allais visiter des maisons, des maisons, des maisons, des maisons, et je trouvais des fois ce que je voulais, pas toujours. Et mais l'objectif, c'était vraiment de trouver les premiers lieux avec lesquels j'allais travailler. Et puis derrière, j'ai fait pareil avec les profs. Je suis rentrée en France. J'ai fait la même chose. Je suis allée dans plein de cours différents. J'ai frappé à la porte de plein de profs. Et puis bah voilà, ça s'est fait petit à petit. Et c'est à ce moment-là, en parallèle, que j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir avoir mon accréditation d'agence de voyage. Et donc ça m'a pris. Ça a été quoi, du coup, la première retraite que tu as organisée? La toute première, c'était pardon, la Sicile. La Sicile,
Et ensuite, en gros, on a fait une retraite en Sicile de 5 jours, je crois, et j'ai enchaîné quasiment directement avec une autre au Maroc. Et voilà. Et Et ça s'est passé comment? ça s'est très mal passé. Ça s'est très très mal passé. C'était hyper drôle, mais ça s'est très mal passé. Enfin, franchement, Pourquoi? en termes de malchance, je pense qu'on pouvait rarement faire pire. Bah écoute, déjà, la compagnie aérienne a perdu la valise dans laquelle il y avait tout le matériel de la retraite. C'est-à-dire qu'à l'époque, enfin, c'est la première et dernière fois que je l'ai fait d'ailleurs, tu vois. Je m'étais mise en tête de ramener des tapis de yoga pour tous les élèves. Et il y avait des ateliers peinture qui étaient prévus. On avait tout le matériel de peinture qui était dans la valise. Et donc en fait, la valise, et puis il y avait mes affaires à moi, soit dit en passant. Et bref, la compagnie aérienne a retrouvé la valise le jour de notre départ, donc on l'a eu pour repartir, mais voilà. Donc les élèves n'avaient pas de tapis, on n'avait pas de matériel pour faire les ateliers. Et en plus de ça, il faisait un temps mais lamentable. Il a fait que pleuvoir et il faisait trop froid. Mais on était en Sicile au mois de mai. Enfin, tu vois, ça a pas de sens, quoi. Et la maison n'était pas du tout faite pour euh, pour nous abriter du froid, mais plus pour garder la fraîcheur. Donc en fait, on a eu froid pendant tout le séjour. Et moi encore plus parce que j'avais pas de pull, j'avais rien, quoi. C'était vraiment. Et voilà. Donc, mais écoute. Franchement, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé derrière. Et puis, bah, sur les premières retraites, il y a toujours des petits couacs, il y a toujours, tu vois, des petites déconvenues. Mais c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je prends les choses avec beaucoup plus de recul, quoi. Quand il y a des choses qui se passent mal sur les retraites, bon, c'est embêtant, mais on trouve toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, bah, c'est aussi un signe que, bah, il faut, comme on dit, il faut go with the flow. Il faut laisser les choses se faire et puis se battre contre ce avec quoi on peut se battre, quoi. Et, euh, et voilà. Le reste, T'étais ça, dans quel état d'esprit, du coup, quand tu voyais toutes les merdes arriver? franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Et ça, et puis la retraite d'après, j'ai eu une élève qui m'a fait une réflexion sur une chambre qui était pas du tout sympa. Et en fait, je pense que ça a été ces deux épisodes-là, tu vois, pour te dire à quel point à l'époque j'étais vraiment, c'est comme si je recevais les gens chez moi. En fait, je me suis mise à pleurer quand elle m'a dit ça. J'étais vraiment mais surinvestie, quoi. Et puis j'avais vraiment la sensation que j'avais mis mes tripes sur la table pendant des mois et que ouais, c'était dur, quoi. Les gens n'avaient que comme si jamais bon, heureusement pour moi c'était pas tout le monde, tu vois, mais comme si les gens n'avaient pas conscience, et ça je m'en suis rendu compte à de nombreuses reprises derrière, les gens n'ont pas conscience du travail et de l'implication de mon implication et de celle des filles avec qui je travaille maintenant, tu vois. C'est un travail qui est intensissime, quoi. Et oui, bah on fait en sorte que tout soit parfait, mais il y a des moments où bah il y a des petits couacs, mais ça fait partie du direct, quoi. Et puis d'année en année, on s'améliore et on anticipe et on fait de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Ça a pas été simple au début, mais bon, ça fait aussi partie de, tu Et vois, au début, du coup, comment t'as fait pour te faire connaître? beaucoup les réseaux sociaux. En fait, j'allais sur toutes les retraites, donc en fait, je prenais énormément de photos de tout, de tous les lieux, de tous les profs, les participants, les pratiques et tout. Et je pense que du coup, on a une base de données photographiques qui est juste énorme et qui nous a permis aussi de nous faire connaître et de faire connaître notre travail. Je pense que ça a beaucoup joué. Et puis, bah, forcément, je travaille avec plein de profs qui ont eux-mêmes leur propre communauté. Donc, quand ils parlent de la retraite qu'ils font avec nous, bah, ça redirige vers nous. Et puis, les élèves qui partent, enfin, ça, c'est génial aussi parce qu'il y a des élèves qui partent avec un prof sans le connaître et qui, à force, en fait, du coup, se mettent à le suivre de retraite en retraite qu'on organise ensemble, ou à l'inverse, un élève qui part avec son prof et puis qui se dit bah en fait ah mais c'est génial mais il y a d'autres profs et puis il y a d'autres destinations qui ont l'air sympas et tout et qui du coup se met à partir sur d'autres destinations avec nous avec des profs qui connaissent pas forcément, donc ça fait un peu boule de neige, quoi. Mais ça a été long, hein. Ça a été long avant que ça fonctionne vraiment. Enfin, il a fallu que je m'accroche vraiment très fort, ouais. Ça n'a pas été simple. Combien de temps, du coup, avant que ça marche vraiment comme tu l'entends? Écoute, ça a commencé à marcher, tu vas rigoler, hein. Ça a commencé à vraiment bien marcher
en février 2020. Est-ce que tu vois ce qui va venir? Je vois bien ce qui va venir, ouais. Et tu la vois venir, la vague, là, ou pas? Ouais, c'était en fait, le premier séjour est parti en mai 2019. Et puis, tout l'automne, hiver été, automne, hiver 2019, ça a grandi. Puis enfin, vraiment, le printemps 2020 aurait dû être le printemps de l'éclosion on avait plein de séjours, on commençait à faire pas mal de choses et tout. Et puis, voilà, hein, le grand méchant Covid est arrivé et a remis au lendemain tous mes projets, du jour. Mais finalement, cette période, elle a été très dure et en même temps très joyeuse et en même temps très instructive. Instructive. Et ouais, non, Instructive, ouais. Instructive, ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir venir me confiner dans le sud-ouest avec ma belle famille que je connaissais à peine, mais bon, en fait, du coup, ça a créé des liens incroyables. Ça crée des liens, ouais. Ah ouais, un truc de dingue. En plus, j'étais proche de la nature, donc moi, j'avais cette chance folle de pouvoir pratiquer tous les jours dans le jardin. Enfin, c'était juste dingue. Pour moi, la petite Parisienne qui avait voyagé mais qui avait jamais quitté la capitale pour s'y établir vraiment, c'était vraiment ça a été un choc, quoi, je t'avoue. Et puis oui, on a eu très peur au début. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? La chance de dingue que j'ai eue, c'est que du coup, quand tu dis on, à ce moment-là, je te coupe. Quand tu dis on, il y avait peut-être. Je travaillais avec du Gascope avec toi. En fait, je travaillais avec Sarah qui était en freelance mais qui était en fait à l'origine une élève que j'ai rencontrée sur une retraite et qui m'a dit mais j'adore ton projet, j'ai trop envie de travailler avec toi. Moi, je suis en train de claquer la porte de mon taf. Est-ce que ça te dit que je vienne t'aider? Et moi, j'avais pas du tout les moyens de la rémunérer ou quoi, mais elle a fait quasiment du bénévolat pendant 1 an. Et en fait, mais c'est devenu une très 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 bonne amie aujourd'hui. On travaille plus ensemble, mais on est hyper proches. Et à cette époque-là, heureusement qu'elle était là, parce que même d'un point de vue moral, en fait, je pense que ça aurait été très dur. Et puis mon chéri a aussi s'est beaucoup investi dans l'évolution du Yogascope. Il est chef de projet, il a été chef de projet dans l'événementiel, maintenant il est dans la communication. Donc en fait, il parle quotidiennement de sujets qui peuvent être d'intérêt pour moi. Donc il m'a beaucoup aidé. Et puis je vivais au quotidien avec lui. Donc en fait, toute cette période-là, il était très fort derrière moi, quoi. Donc ça, c'était génial. Mais au début, ouais, non, je t'avoue que j'ai eu super peur. Je me suis dit, comment je vais faire? Mais la chance que j'avais, c'est que j'avais pas de masse salariale, donc j'avais Sarah qui bossait avec moi, mais qui était en freelance. Moi, ne pas me payer, ça regardait que moi. J'avais pas de bureau. Donc en fait, à part des remboursements de clients et des annulations et donc un chiffre d'affaires qui aurait pu être nul, totalement nul à cette période-là, j'avais pas des charges monstrueuses à assumer, quoi. Donc ça c'était génial. Et puis surtout comme on s'est dit on va pas rester là pendant 3 semaines. À l'époque, on pensait que ça allait durer 3 semaines. 3 semaines à rien faire, on va digitaliser ce qu'on fait. Au début, c'était vraiment une blague, hein. On s'est dit on va le faire, on va organiser des cours en ligne sur notre Instagram et tout. Mais aujourd'hui, je te parle de ça, c'est presque bateau et lambda, mais à l'époque, c'était pas du tout. Oui, mais clairement, ouais, au tout début du confinement. C'était le premier week-end du premier confinement. On s'est jeté dans l'arène et on s'est dit allez, on va donner des cours. Et puis en fait, au début, on l'a fait une fois, puis la deuxième fois, on l'a fait avec, comme on a eu pas mal de monde, on l'a fait avec au bénéfice de Médecins sans frontières sur la base du don. On a fait intervenir des profs, on a fait de la retraite live worldwide, donc on a fait intervenir des profs du monde entier, d'Australie, des Philippines, du Mexique. Toutes les 2 heures, il y avait un prof du monde du reste de la planète qui intervenait sur notre page Insta. Donc ça, c'était fou. Et puis tu vois, après avoir récolté 3 000 € pour Médecins sans frontières, on s'est dit peut-être que on peut proposer ce package là, mais de façon encore plus poussée, plus travaillée, pas seulement avec du yoga, et le mettre à un tarif dérisoire, mais qui
mis bout à bout peut peut-être nous Oui, qui permettre permettra de vivre. Et en fait, ça a trop bien fonctionné. Ouais. Enfin, on a eu énormément de monde qui s'est connecté, qui a eu envie de participer. Donc, ouais, on a eu de la chance, quoi. On a eu de la chance et puis on a été créative là où on aurait pu baisser les bras et attendre que le bateau passe. Et c'est aussi ça qui nous a permis Parce que du coup, à partir de quand vous avez pu recommencer à faire des événements à partir du mois de en juin. physique? Juin. À partir du mois de juin. Vous avez, ouais, mais après, il y a eu pause ou vous avez, En fait, vous avez pu quand même continuer nous, dès que, tant qu'on n'était pas confinés et qu'on n'avait pas interdiction absolue de se retrouver à moins de 10, on proposait des choses. Mm-hmm. Et si jamais on devait annuler, les gens étaient conscients du fait qu'on allait potentiellement devoir annuler, mais en fait, les gens avaient tellement besoin de partir que toutes nos retraites de l'été se sont retrouvées complètes. Mais toutes. Moi, j'étais pas prête. Hein. Je me suis dit, non mais merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça a été un raz-de-marée, quoi. Enfin, franchement. Est-ce que à cette époque-là, t'en faisais combien de retraites dans l'année? C'est difficile de donner un chiffre parce que sur l'été, oui, ouais. à ce moment-là, je pense que en 2020, on devait en faire peut-être 2 par mois, un truc comme ça. 2 par mois, okay. Sachant que là, tu vois, là sur le 2022, on est plutôt à 6-7 par mois. Tu vois, ça a bien accéléré, quoi. Mais ça a été dingue. Mais après, 2 par mois et j'étais toute seule. Enfin, Sarah, elle était avec moi la moitié de la semaine, mais elle travaillait vachement sur la communication. Elle bossait pas du tout sur le service après-vente, la gestion des clients, la mise en ligne des retraites. Tout ça, c'était moi qui le faisais toute seule, tu vois. Donc, en fait, c'était quand même énormément de travail. Et puis voilà. Et puis, à la rentrée, du coup, j'ai pris ma première alternante qui passe en CDI, là, à la rentrée 2022. Enfin, là, septembre. Génial. Ouais, c'est trop cool. Et puis voilà. Et puis après, ça s'est fait petit à petit. On est passé d'une interdiction de se voir à une autre, donc on devait annuler. Enfin, c'était un peu. En fait, on était un peu sur une année en coup d'accélération, coup de frein. C'était assez frustrant, j'avoue. Mais globalement, on a quand même fait une progression assez chouette, dont je suis super contente parce que en cette période un peu compliquée, on aurait pu aussi s'éteindre complètement, quoi. Mais enfin voilà, quoi. Aujourd'hui, du coup, tu arrives à bien en vivre? Écoute, c'est toujours difficile parce que on a toujours les restes de ces années, les années qui viennent de s'écouler dans les pattes. En plus, enfin là, c'est la première année qu'on fait en étant, tu vois, sans aucune cause Covid. Donc en fait, si aujourd'hui une retraite ne fonctionne pas, on sait que c'est parce que c'est la destination ou c'est la régularité ou c'est quelque chose, mais c'est clairement pas à cause du Covid. Donc c'est cette année-là qu'on peut vraiment faire les rectifications et prendre le pli de ce qui marche vraiment et de ce qui marche moins. Je me paye, hein, bien évidemment. Les filles aussi. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai Romane qui passe en CDI et on va avoir 2 autres alternantes du coup à la rentrée. Tout le monde est payé, mais clairement je me paye comme un chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise avec un salaire tu vois qui est vraiment pas mirobolant et le reste c'est beaucoup des frais en fait, parce que si jamais je demande à ma société de me payer ce que moi j'aimerais me payer, en fait ça lui coûte le double, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, mais je me paye suffisamment pour vivre confortablement et j'ai bon espoir que dans les années qui viennent, les optimisations financières qu'on est en train d'opérer nous aident. Mais c'est vrai que enfin on se rend pas compte, mais le tourisme c'est vraiment en fait les retraites sont chères sur le papier, donc on a l'impression que nous on s'en met plein les poches, mais je sais que tu veux pas voir les chiffres, mais je veux quand même le dire. Le tourisme. Ah si, vas-y. Alors moi, on en parlait hors micro. Les chiffres et moi, on n'est pas copains, mais si tu veux parler de chiffres, il y a pas de souci. Moi, j'aborde rarement le sujet du chiffre parce que les chiffres m'enquiquinent, mais si tu veux en parler, avec grand plaisir.
Parce En que fait, c'est une question que les gens se posent. Donc pas de souci. ouais. Bah non, en fait, le milieu du tourisme, c'est pas un milieu qui est extrêmement rémunérateur parce que il y a énormément, enfin, surtout nous, dans notre cas, on a énormément de charges. En fait, les maisons qu'on loue sont des très très belles maisons et donc du coup, c'est des maisons qui coûtent très cher. Et en fait, aujourd'hui, pour vraiment commencer à gagner de l'argent, il faut que la maison soit bien remplie, tu vois. Et c'est un peu ça le nerf de la guerre de notre travail. Mais mais effectivement, c'est pas toujours le cas. Et dans ces cas-là, ouais, les pertes versus les gains potentiels peuvent vraiment être énormes. Et quand une En retraite, fait, du coup, dans tous les cas, tu fais même si non, ça non, va non, bien. non, non. Si c'est vraiment catastrophique, je le fais pas. Et après, Ouais. il y a aussi un truc, c'est que bah, certains propriétaires ont comment dire, des conditions d'annulation et des clauses qu'on travaille ensemble qui sont pas toujours les mêmes euh, et Ouais. toujours très, comment dire, Arrangeante. les plus arrangeantes. Mais bon, ça fait partie de notre champ d'action, mais c'est pas toujours simple, ouais. C'est pas toujours simple. Mais bon, pour Du te coup, rassurer, oui, dis-moi. tu disais, tu fais au Maroc, tu fais en Sicile, tu fais en France aussi. Je Tu suis fais au désolée, Maroc, Charlotte, ouais, tu fais j'ai pas c'est entendu en, ce que tu me disais. Ça a coupé. ouais, ça coupe. Je te demandais, en gros, les retraites, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Allô, allô? Oui, je t'entends. Allô? Ouais, c'est bon? Ah, cool. Euh, oui, je te demandais si là, les retraites, donc il y en a qui sont en Europe, au Maroc, et t'en fais aussi en France? J'en fais beaucoup en France, beaucoup plus en France que dans le reste du monde. Euh, on- Allô? Oui, tu m'entends plus? Tu m'entends plus? Moi, je t'entends, pourtant, c'est bizarre. Ouais, là, c'est bon, je t'entends. Ok. Je disais que C'est bon, on là, en je fait t'entends. beaucoup plus en France que dans le reste du monde. Et d'ailleurs, tu vois, on est en train de travailler très fort notre offre accessible en train, parce que je pense que ça fait partie des sujets super important de ces prochaines années. Les voyages en avion, c'est bien, mais je pense qu'il faut y faire attention, quoi. Donc de plus en plus des destinations avec lesquelles on travaille sont accessibles en train, outre celles qui sont déjà le cas et qui sont en France. Ok, top. Et là, dans les destinations les plus lointaines, c'était où? Où est-ce que vous avez organisé une retraite? Écoute, juste avant le Covid, il y a eu l'Inde en mars 2020, et là on a fait la Guadeloupe cet hiver, le Mexique en octobre prochain, et je te le dis parce que de toute façon le podcast va sortir dans quelques semaines, à Bali, juste avant les fêtes de Noël. Ah, génial. Ouais. Trop bien. Combien de temps? À chaque fois, c'est des retraites qui durent une semaine. Moi, j'ai tendance à suggérer aux gens qui nous rejoignent en retraite sur ces formats-là de rester un petit peu plus longtemps sur place pour éviter de se faire l'aller-retour Ouais, sur une semaine. Mais ouais, la retraite en elle-même dure une semaine. top. Comment t'écoutes ton intuition? Euh, je pense que mon intuition, je l'ai pas toujours écoutée. Et à chaque fois que je l'ai pas fait, je l'ai regretté. Et je m'en suis souvenue. Et je me suis dit, ah, mais tu vois, là, t'as pas été jusqu'au bout des choses, t'as pas senti ce truc-là. Il y a un truc que t'as voulu forcer malgré cette petite voix intérieure qui te chuchotait que ça n'allait pas le faire. Et tu t'es entêté et regarde, il se passe exactement ce que tu t'étais dit qu'il allait se passer au fond. Donc maintenant, bah, j'essaye de le prévoir au maximum en avance. Et de me servir de cette euh, comment dire, de cette expérience du silence et de la non-écoute de mon intuition pour le faire de façon plus régulière. Et comment tu célèbres tes réussites? Écoute, mes réussites, euh, je ne suis pas sûre que je sois la meilleure à célébrer les réussites. Je pense que, en fait, je suis un peu dans la célébration constante.
J'avoue que j'ai tendance à être. Je pense que je suis dans déjà mes réussites aujourd'hui ne sont pas mes réussites, mais sont les réussites de l'équipe. Euh, et je pense que j'ai tendance à être un peu tout le temps dans la micro-célébration. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important d'être dans l'encouragement constant, de noter tout ce qui va bien, tout ce qui se passe bien, et d'en faire quelque chose qu'on infuse au quotidien plutôt qu'un événement isolé du reste de la vie, en fait. Je pense que j'ai entendu parler de tellement de gens qui se réveillent à 70 ans en ayant attendu toute leur vie l'étape suivante pour pouvoir commencer à en profiter, pour pouvoir commencer à en vivre, à vivre ce qui leur faisait plaisir. Qu'en fait, moi, j'ai tendance à faire à l'inverse. Et d'ailleurs, je pense que tu vois, pour être tout à fait franche, je pense que mon métier, je l'ai choisi parce que j'adore voyager, parce que j'adore faire du yoga et que c'est juste une autre manière pour moi d'en faire davantage. Alors ça, c'est sur le papier, hein. En réalité, c'est pas trop ce qui se passe. Mais je pense qu'il y avait en moi cette envie de faire davantage de ce qui me plaisait au quotidien. Et du coup, je pense que je profite quand même fondamentalement de la vie. J'ai cette chance de pouvoir le faire. Donc, les célébrations, les célébrations, elle est en continu, mais j'ai pas de moment de célébration très fort. Peut-être que je devrais m'y atteler. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? C'est pourquoi pas moi. Je pense que moi, je me le serais jamais dit si on me l'avait pas dit. Je pense que, tu vois, notamment pour la création de cette entreprise, moi, j'ai pas fait, donc, comme tu as compris, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas le parcours de l'entrepreneur parfait. Je suis nulle en gestion. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses que je pourrais réviser. Et je pense qu'il fallait vraiment que quelqu'un me dise, et en l'occurrence, ça a été mon frère, mais tu sais, tout s'apprend en fait. Et monter une boîte, ça s'apprend. Et devenir un chef d'entreprise, ça s'apprend. Et devenir un manager, ça s'apprend. Et clairement, c'est ce que je suis en train de faire. Tu vois, je pense que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est le plus beau des apprentissages, en fait. T'as l'impression d'être, moi qui était pas très école quand j'étais petite, et bah, clairement, je suis retournée sur les bancs à plus d'une reprise depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, quoi. Quand tu dis t'es retournée sur les bancs parce que tu t'es inscrit à des formations ou Écoute, j'ai suivi des formations, j'ai été beaucoup à des conférences, à des talks, à des meet-up, et puis ben, j'ai écouté énormément de podcasts, et je pense que tu vois, j'ai une coach depuis peu de temps, et je pense une que coach business? ouais, business, mais qui fait aussi du pro perso. De toute façon, c'est un peu, tu passes ton temps à Oui, voguer un tout peu est de l'un lié. à l'autre, hein, on va pas se le cacher. Et puis après, je pense que j'aimerais beaucoup me former à d'autres choses, mais ça, je pense que ça viendra dans un second temps parce que il faut quand même que j'ai une petite équipe qui puisse tourner sans moi si je me forme, tu vois, mais je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup me former à des sujets sur lesquels je suis pas encore suffisamment au point. Beaucoup, beaucoup. Ouais, de toute façon, après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'apprentissage continu, c'est jamais fini. Il y a toujours des nouveaux sujets. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est super intéressant. Enfin, et puis c'est ça qui rend l'existence intéressante, je trouve. De toute façon, l'humain ne peut pas être heureux, épanoui s'il n'apprend pas. Ouais, il paraît. Ouais, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Tu végètes, t'attends que ça passe, quoi. C'est ça. C'est clair. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est être heureux. Pour moi, la réussite, c'est être heureux. Et c'est quoi être heureux selon toi? Je pense que déjà, c'est avoir le sentiment que notre action et notre œuvre du quotidien
a une importance et sert que ça a du sens. Je pense qu'il y a cette notion de donner du sens à sa vie, c'est extrêmement important. Être heureux, c'est aussi être entouré de personnes bienveillantes qui nous veulent du bien et qui nous donnent autant d'amour qu'on leur en donne. Je pense que ça, c'est super important. Et la réussite, c'est réussir. Moi, ma réussite à moi, elle sera pleine, je pense. Enfin, déjà, je suis tout à fait heureuse de mon parcours, tu vois. Je me dis, si demain la boîte s'écroule, je serai triste, bien sûr, parce que c'est quand même un projet que j'adore et dans lequel j'ai mis beaucoup de moi. Mais on a déjà fait tellement de choses, déjà tellement une réussite pour moi qui n'était pas du tout partie pour faire ça que je serais de toute façon très heureuse. Mais pour moi, la réussite, je pense qu'elle adviendra quand j'arriverai à donner aux autres autant que je me donne à moi et prendre offrir aux autres la possibilité de prendre du temps pour eux autant que moi je pourrais m'en offrir à moi. Je pense que aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir, notre équipe on est à 90% en télétravail, donc c'est génial parce qu'on travaille de là où on veut, etc. Mais je pense que tu vois là on a un projet avec mon chéri de retourner s'installer dans le sud-ouest du coup. Et je pense que demain, j'aimerais beaucoup avoir le temps de pouvoir investir cette nouvelle vie qu'on va essayer de construire à deux dans le sud-ouest, tout en gardant la passion que j'ai et l'amour que j'ai pour mon travail et l'envie de me lever tous les matins et de donner aux autres. Et je pense qu'on ne peut donner aux autres que si soi-même on s'accorde le même niveau de temps, d'amour, d'attention. Je pense qu'on peut pas donner infiniment et être toujours dans le don si jamais, ou alors on s'appelle Mère Teresa, mais si jamais on est soi-même pas au calme et aligné et heureux dans sa vie à soi. C'est certain. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu penses que la petite Léa de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Elle me dirait « Oh la vache !» Non, je pense que je pense qu'elle serait fière. Je pense qu'elle serait fière parce que je crois que j'ai toujours aimé un peu être tu vois, j'étais très coquine et tout, mais j'aimais bien, tu vois, être un peu la chef de file, initier les jeux, etc. Et être celle qu'on invite partout et tout. Et je pense que du coup, le fait d'être chef d'entreprise, non pas dans le sens où je suis chef tu vois, je suis dans un management, j'espère, qui est anti-pyramidal au possible. Mais je pense que le fait d'être leader d'un projet et de devoir l'emmener quelque part, ça me fait beaucoup de bien. Et ça épanouit la petite fille en moi. Le fait dans la création et dans l'initiation. Donc je pense qu'elle serait contente. Je pense je crois qu'elle s'y attendrait pas trop, mais je crois qu'elle serait contente. Et puis en plus de ça, je vais te dire un truc que comme quand j'avais 6 ans, je rencontre beaucoup de monde, je partage énormément avec beaucoup de gens, je fais plein d'activités, je voyage. Donc en fait, quelque part, je suis restée fidèle à qui j'étais quand j'étais petite. Ouais, c'est sûr. Parce que là, du coup, tu vas pas à toutes les retraites, j'imagine. Maintenant. Non, j'y vais plus. J'y allais au début. Et puis un été, tu vois, ça va très bien illustrer ce qu'on s'est dit au début de notre échange. J'allais à toutes les retraites et je prenais pas du tout de jours de congé et en fait je me suis épuisée tant physiquement que émotionnellement que énergétiquement et puis arrivé à la fin de l'été, mais en fait j'avais plus rien à donner à mes clientes, quoi. J'étais plus du tout aussi souriante, aussi disposée et tout, parce qu'en fait j'avais tout donné tout l'été. Je crois que je m'étais quasiment enchaînée
5 retraites d'affilée, tu vois, sans prendre 2 jours de congé. Et là, je me suis dit, non, en fait, je crois que vraiment, il faut que je sois pas là. Il faut que je trouve un moyen pour que d'autres prennent mon relais et que moi, je sois moins là, mais que quand je sois là, je sois vraiment là. Et puis voilà, et puis bah, c'est pour le plus grand bonheur des filles avec qui je travaille, qui du coup, elles, pour le coup, partent bien plus souvent qu'une fois tous les 6 mois en retraite. Ouais. Et voilà. Mais je suis très heureuse comme Dans ça. la vie, on dit que quand ouais, alors je le dirais en intro, mais on a un petit décalage entre le son de quand tu parles et quand je parle, donc du coup c'est pour ça que parfois on se mange dessus sur la parole. Et dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Mes renoncements à moi. Écoute, bah, je suis sur le point d'en prendre un en tout cas, qui est celui de quitter la ville pour venir m'installer à la campagne. C'est un choix que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, mais c'est un choix quand même. Et on dit, je sais plus qui l'a dit, mais choisir c'est renoncer. Et c'est le cas. Je vais devoir renoncer à beaucoup de choses en quittant ma vie parisienne et puis ma famille et puis enfin voilà. Et aussi bah je me dis que le jour où j'aurai des petits enfants, bah, ils auront davantage la jeunesse et l'enfance que mon chéri a eu que la mienne. Donc c'est aussi faire le choix de ne pas leur offrir mon expérience et enfin voilà, donc je suis dans ce choix là en ce moment, je suis dans cette renonciation là, mais je la fais pleinement, hein. J'en suis très heureuse, mais je suis consciente que elle va porter son lot de sentiments divers et variés, je pense. Ouais. C'est vrai que, enfin, tu vois, moi, j'ai grandi comme toi à Paris et mes enfants, je les ai eus à Marseille. Et c'est vrai que du coup, bah forcément, enfin, sachant que mon mari, lui, il est normand, donc en fait, finalement, ni l'un ni l'autre, ils ont eu l'enfance que nous, qu'on leur a offerte. Et c'est vrai que parfois, tu dis ouais, mes enfants, ils ont pas du tout la même enfance que moi j'avais quand j'étais petite. Mais c'est vrai que c'est chouette de se prendre ce recul en disant bah qu'est-ce que moi j'ai aimé dans mon enfance et qu'est-ce que je veux pouvoir offrir à mes enfants, quoi. Ouais, totalement. Et puis je pense aussi que de toute façon, enfin c'est plus pour nous parents, je dirais. Enfin nous, je ne suis pas encore parent, mais c'est plus pour les parents que c'est un sujet que pour les enfants, parce qu'en fait les enfants ils prennent ce que tu leur donnes et rien ne leur manque, il n'y a pas de comparatif. Donc bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, nous on a fait, ils sont nés à Marseille, pardon, et après on est retourné vivre à Paris. Et du coup, pendant 4 ans, ils ont eu la vie finalement que moi j'avais petite, à savoir vivre dans Paris, aller passer tous mes week-ends à la campagne et tout. Donc finalement, ils ont vécu la vie que moi j'avais enfant. Mais tu vois, suite au premier confinement, on a dit c'est bon, on retourne à Marseille et parfois les enfants disent ah mais Paris c'était bien. Je dis ouais mais attendez, enfin on n'avait pas de piscine dans le jardin à Paris, les enfants, donc c'était pas la même vie non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, alors qu'est-ce qu'ils en ont dit? Est-ce que ça leur a plu ou... Ah bah oui, ouais, clairement, oui, bah bien sûr. Enfin, tu vois, moi je vois là, bon, on est mi-juillet, donc là ils sont en vacances, mais là tu vois, ça fait tout le mois de mai et tout le mois de juin, tous les soirs quand ils rentraient de l'école, ils allaient piquer une tête. Tu te dis, mais enfin, c'est tellement magique. Le week-end, on va à la plage. Enfin, tu te dis, c'est quand même un cadre de vie où t'as quand même beaucoup moins de. En fait, moi je trouve que, alors eux ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont enfants, mais t'as quand même beaucoup moins de stress, en fait. T'es quand même dans une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, même si ça veut pas dire que la vie ne nous réserve pas parfois des petites surprises pas très agréables, mais que tu es toujours bien même quand tu vis en province, mais il y a quand même un truc au quotidien qui fait que t'es quand même moins dans
dans ce stress permanent, dans ce bruit. Enfin, tu vois, clairement, tu parlais de ta grand-mère avec le bruit. Moi, c'est un truc ça m'a frappé l'autre jour. Je suis allée à Paris. C'était il y a un mois et demi. Et j'étais chez mes parents là où en gros j'ai grandi quoi. Et je dis à maman mais il y a toujours eu du bruit comme ça. Elle me dit bah oui il y a toujours eu du bruit comme ça. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Et je me dis et en fait tu t'habitues tellement au calme. Bah oui. Ouais, je pense que c'est un choc un choc des cultures, mais rares sont ceux qui repartent dans l'autre sens, hein. J'ai l'impression quand même. Bah nous on l'a fait mais du coup on a refait demi-tour. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça, mais enfin qui repartent définitivement dans l'autre sens. Ouais. C'est dingue. Mais mes parents, tu vois, ma mère est sur le point de quitter Paris. Mais mon père, par exemple, je pense qu'il quittera jamais, quoi. Il partira jamais. Mais et ouais, c'est la génération de mes grands-parents, quoi, qui sont venus à Paris, qui étaient dans cette démarche de venir s'installer à Paris. Enfin voilà, les temps ont changé. C'est ça. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Je pense que c'est. Oh là là, c'est difficile cette question. Je pense qu'il y a eu plein de difficultés, mais te dire la plus grande, je ne sais pas. Ça pouvait être autant le regard des autres au début de mon aventure que mon regard à moi. Dans l'aventure entrepreneuriale? Ouais. Enfin, je reste là-dessus, mais peut-être que tu veux parler de ma vie perso. Dans ma vie perso, j'ai pas eu de traumatisme majeur. J'ai cette chance. J'ai perdu des membres de ma famille très chers récemment, mais j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Donc je peux pas parler d'une difficulté immense. Je pense que les difficultés sont vraiment apparues au moment où je me suis dit que j'allais changer les choses dans ma vie, et donc ça correspond à mon aventure entrepreneuriale. Je pense que tant que j'étais T'avais peur de quoi vis-à-vis des autres? Bah, au début, le regard des autres est très prégnant, c'est-à-dire que tu tentes des trucs, tu sais que les autres vont t'attendre retournant, vont porter un regard qui va être plus ou moins bienveillant sur ce que tu vas faire. Toi, t'as pas de recul, t'as pas de, enfin, tout est à faire en fait. Et je pense que beaucoup de gens, tu sais, c'est humain, hein, mais sont dans l'envie parce que tu changes l'ordre établi, et ça les bouscule, et tu tentes des trucs et c'est pas forcément ça ne les rassure pas sur l'état de leur propre vie, tu vois. Et d'ailleurs j'ai perdu une amie très très chère à ce moment-là, parce que elle a eu des mots hyper durs envers moi sur cette aventure où elle m'avait complètement fait perdre confiance en moi, et je pense que c'est parce que elle-même était très malheureuse dans son quotidien au travail, et qu'elle avait pas envie que je sorte moi la tête de l'eau, parce qu'en fait me savoir avec elle, ça la rassurait. Et donc je pense que les autres au début c'est... Vous êtes pas retrouvés depuis? Non, parce que trop de choses sont dites à ce moment-là, et de l'eau a coulé sous les ponts. Enfin tu vois, ça fait presque 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, quand on se recroise, c'est cordial, et je pense qu'on est toutes les deux conscientes qu'on a perdu une amitié très chère. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut plus revenir en arrière. Et puis en plus de ça, on a beaucoup changé. Moi, je me suis vraiment imprégnée de mon travail et du message qu'il y a derrière. Tu vois, enfin, le Yogascope pour moi, c'est bien sûr un mode de rémunération, mais avant ça, c'est surtout une conviction profonde, quoi, et puis quelque chose qui m'habite. Donc bah forcément, enfin le yoga, la spiritualité, moi c'est pas quotidien, hein. Je chante pas des mantras tous les jours, mais par contre, je suis vraiment habitée par ce que je fais, et elle, à contrario, est partie complètement dans une autre sphère, et aujourd'hui, les deux ne peuvent plus cohabiter, quoi. On est trop loin l'une de l'autre. Mais bon, c'est comme ça, hein, dans la vie, hein. C'est quoi tes plus grandes
Ouais. Oui, bah, de toute façon, faut en effet, hein, enfin, t'es pas du tout la première à me dire ce genre de choses et clairement, et clairement pas la dernière parce que quand on devient soi, on éloigne et on s'éloigne de certaines personnes qui ne correspondent plus à aux valeurs. En fait, ouais, il y a des personnes où on se dit, bah en fait, on partage plus leurs valeurs. Enfin, en fait, en soi, on n'a jamais vraiment partagé leurs valeurs, mais avant, c'était pas aussi important pour nous. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis je pense Mm. aussi, on n'a pas le temps pour tout le monde C'est dans quoi? la vie, de toute façon. Donc Clairement. il y a un moment donné, il Et faut puis plus le aussi temps passe, accepter, clairement, ouais. Mm. faut accepter le fait qu'on pourra pas être amis avec tout le monde de façon profonde et tout leur donner. Donc autant se concentrer vraiment sur les gens Ouais, qui comptent, quoi. Euh, voilà, c'est c'est renoncer sûr. un peu aussi. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs? Ah, je crois que c'est la peur de manquer. La peur de manquer et la peur, ouais, je crois que c'est ma plus grande peur. Ma peur de, mais ça concerne pas que Comment l'argent, tu hein. la traites, du ça, coup? ça traite, Ouais. ma peur d'être, de manquer d'amour, de manquer de, tu vois, de ne pas avoir les moyens il y a eu un moment donné, pendant longtemps dans ma vie, j'ai eu peur de devenir SDF. C'était une peur qui m'habitait, alors qu'elle n'était pas du tout fondée, hein. Mais Ouais. je pense que écoute, comment je la traite? Ça fait pas longtemps, je suis allée voir une hypnothérapeute avec laquelle je travaille qui m'a fait des petites séances. Et puis j'essaye de déconstruire cette peur, quoi. Ou d'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce Mm. qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle concerne? Est-ce que je me donne les moyens de contrer cette peur? Ou est-ce qu'au contraire, par moment, inconsciemment, je l'abreuve pas? J'essaie vraiment Ouais. d'entamer ce travail sur moi. Mais c'est pas facile. Et puis ça demande du temps, en fait. Il faut y consacrer De du quoi t'es temps. la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière? Ouais. Ouais, du temps du temps et de l'énergie, du coup. Ouais, bah oui, c'est clair. Il faut s'y consacrer. De quoi je suis la plus fière? Bah, je suis quand même fière du chemin parcouru. Et je suis quand même fière du message qu'on porte. Je suis fière d'œuvrer quotidiennement à travailler pour un monde plus en paix, plus serein, qui prenne plus de recul aussi, parce en fait, je dirais presque que ma mission, c'est de faire prendre du recul aux gens, du recul sur leur vie, physiquement en s'extrayant de leur quotidien et de leurs problèmes, mais aussi du recul sur eux-mêmes et sur leurs émotions et sur l'importance qu'ils accordent à leurs problèmes versus euh, l'importance de tout ce qui se passe de bien dans leur vie aussi, quoi. Je dirais que ça, je suis vraiment heureuse de me dire que tous les matins, même quand c'est pas facile, et ben notre travail, c'est ça. Et ça, j'en suis super fière. Qu'est-ce que tu as envie de dire si tu croises une personne qui connaît pas ta vie et qui te dit ah mais t'as créé Yogascope, de toute façon t'en es là uniquement que grâce à de la chance. Bah déjà, j'ai envie de rigoler très fort. euh, je pense que de toute façon, on a la chance qu'on se donne, hein. On a tous de la chance maintenant. Tu parlais d'intuition un peu plus tôt. Est-ce que on se donne les moyens de l'attraper? Est-ce qu'on fait la sourde oreille quand elle passe et on reste dans notre petite zone de confort et dans ce qui est établi? Ou est-ce on prend la chance par la main et on lui fait confiance aussi, hein? Moi, je sais, ça, c'est une notion que j'ai très très forte par contre. C'est que j'ai profondément confiance. Et en fait, même s'il y a des moments où c'est dur et même s'il y a des moments où ça va pas et où je doute et où je me dis, ben, cette boîte, ça va pas marcher, on va finir par s'écrouler ou machin. En fait, on pourrait presque parler de foi, tu vois, en quelque chose Ouais. de plus grand qui va de toute façon
faire son œuvre, et si jamais c'est pas ça, ce sera autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que à partir du moment où j'ai décidé d'avoir confiance, je suis allée que de petites réussites en petites réussites et de petites victoires en petits bonheurs. Et en fait, au final, ça fait de moi quelqu'un d'heureux, avec heureuse en amour, heureuse en collaboration, heureuse, tu vois, dans mes choix de vie. Je pense que je suis 1000 fois plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais il y a 5 ou 6 ans, quand j'étais dans mon agence de voyage et où tout mon avenir était plus ou moins tracé, tu vois. Je pense que la chance, c'est une question d'opportunité saisie et de travail aussi quand même, hein. Faut pas se le cacher, hein. Ça demande beaucoup de taf. Donc peut-être que dans ce sens-là, oui, je suis chanceuse parce que j'ai su écouter les opportunités et écouter la petite voix intérieure qui me murmurait des choses. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Je dirais que l'entrepreneuriat, pendant un moment, c'est le job le plus dur et le plus demandant qui soit. Faut pas avoir peur de compter ses heures, faut pas avoir peur de compter son investissement, et faut pouvoir avoir aussi, hein, cette capacité de s'y dévouer pleinement. Mais c'est aussi le job qui, au-delà de l'aspect financier, hein, est le plus comblant, je dirais. Y a rien de plus beau que d'avoir la sensation de créer et de voir le projet prendre vie. Et je pense que il faut, à tous ceux qui ont envie de se lancer, la seule chose qu'il faut que vous vous demandiez, c'est combien de temps je peux tenir sans me payer, combien de temps je peux tenir en donnant tout, et après le reste, c'est que du bonheur. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi le Yogascope? Alors, le Yogascope, le nom de l'entreprise. Ouais, parce que déjà je voulais que je voulais un nom dans lequel le yoga apparaisse, parce que c'est quand même le fil conducteur de notre travail. Je voulais quelque chose qui parle de voyage, mais aussi de voyage intérieur. Dans le yoga, il y a beaucoup cette notion de troisième œil, de vue, comment dire, d'intuition, en fait, hein. C'est le siège de l'intuition, le troisième œil. Et le scope, c'est le champ des possibles, c'est le télescope, c'est la longue vue, c'est ailleurs, en fait. Et pour tout te dire, ce nom m'est venu dans un rêve. Je dormais, je me suis réveillée, je dis le Yogascope. Je suis allée regarder si ça existait déjà, si c'était déjà pris. Et il y avait effectivement une prof de yoga basée au Québec, je crois, ou au Canada, qu'il avait utilisé pour son compte Instagram, mais qui avait genre peut-être 15 posts dessus, tu vois, et qui n'avait rien posté depuis 2 ans. Et je me suis dit, bon, si il y a juste ça, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Et puis voilà. C'est tout. Mais au début, c'était... Moi, ça m'a fait penser quand j'ai découvert le nom, ça m'a fait penser au Pariscope. Ouais, ça fait cet effet-là à beaucoup de... Mes parents, ils achetaient le Pariscope. Ouais. Ça fait cet effet-là à beaucoup de Parisiens. Parisien. Ouais, c'est ça, exactement. Donc le Pariscope, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un petit magazine qu'on achetait le week-end, je crois, pour savoir en gros toutes les activités qu'il y avait à faire dans Paris le week-end. Donc il y avait les séances de cinéma, de théâtre, les expos. Ouais. C'est un petit livret culturel. Un petit retour en enfance. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est parle de ton idée au plus de gens possible. Parce que même si tu as l'impression que tu as l'idée du siècle, en fait, ça se trouve, il y a une personne qui a la même idée que toi à 10 km de là. La seule chose qui va vous différencier, c'est comment vous la mettez en action. Et pour la mettre en action, de la façon la plus intelligente et la plus créative possible, il faut pas que tu hésites à t'entourer et à faire réfléchir les autres sur ce projet. Et de toute façon, même si t'as l'impression que t'es la seule à l'avoir cette idée, ça se trouve c'est absolument pas le cas. Donc diffuse ton idée
au plus grand nombre et donne tout, quoi. Ça, c'est un conseil qu'un entrepreneur m'a donné un jour et qui était quand même très bienvenu, je trouve. C'est quoi tes prochains défis aujourd'hui? Mes prochains défis. Bah là, mon prochain défi, je pense, ça va être réussir à rendre l'activité de la société stable pour pouvoir subvenir au foyer de toutes les filles avec qui je travaille et aussi au mien, tout en me ménageant du temps pour pouvoir commencer à créer un foyer. Ça va être mon projet, mes projets des 2 prochaines années, je pense. Beau projet. Et donc du coup, si des personnes suite à l'écoute de l'épisode se disent mais génial, moi j'ai trop envie de partir avec le Yogascope, comment on vous trouve? Alors, on a un site internet dont l'adresse est www.leyogascope.com. Sur les réseaux sociaux, c'est @leyogascope, tout attaché avec un E à la fin. Sur LinkedIn aussi. Et vous pouvez aussi retrouver nos co-living. On n'en a pas parlé, mais c'est le pendant business de nos retraites de yoga. Donc, c'est des lieux sur lesquels on peut venir télétravailler et faire du yoga matin et soir. Et notre site pour cette offre-là, c'est coliving.leyogascope.com. Et il y en a dans toutes les grandes villes de France, des espaces de co-living? Non, j'aimerais bien, mais en fait, c'est des co-living éphémères. Donc, en fait, on est dans des lieux de façon ponctuelle, et c'est un peu de la même façon, ça fonctionne un peu de la même façon qu'une retraite de yoga, mais c'est plus flexible en termes d'arrivée, de départ. Et c'est sur des périodes spécifiques. C'est pas en continu, un jour peut-être, mais pour le moment, ça fonctionne un peu comme une retraite, plus que comme un espace de coworking, je dirais. Peut-être un jour. Peut-être. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Et de toute façon, juste avant la dernière question, dans tous les cas, je mettrai sur le site pourquoipasmoi.co tous les liens vers vos réseaux sociaux, le site web et tout pour les personnes qui veulent en savoir plus. Ok. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi, avant qu'on se quitte? Je crois que j'aurais envie de dire merci à mon papa, parce que même si j'ai énormément de soutien de la part de tous mes proches, je pourrais aussi dire merci à mon chéri qui est d'une très grande aide et d'un très grand soutien et d'une très grande créativité pour m'aider. Mais mon papa, c'est mon soutien le plus ancien et le plus inconditionnel. Et je pense que quand on a l'amour inconditionnel avec soi et le soutien inconditionnel, on peut déplacer les montagnes. Et je pense vraiment que autant dans ma vie de petite fille que de jeune fille, que de femme, que de créatrice d'entreprise, ça a été une force immense. Et puis c'est aussi grâce à lui que toute cette partie spirituelle de ma vie et de ma culture m'est apparue. Donc c'est pas rien. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Et puis c'était un grand plaisir de discuter avec toi, Charlotte. Pareil. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour en savoir plus sur Léa et le Yogascope, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co où je vous mettrai tous les liens. En attendant, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de la newsletter de Pourquoi pas moi. Je vous souhaite une belle rentrée.